On va y aller tranquillement. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent avec nous pour la troisième journée là, de notre semaine scientifique. Aujourd'hui, je suis aussi accompagnée là, de Pierre-Olivier, mon collègue. Ceux qui étaient là le dernier jour, on échange de rôle. C'est lui qui va faire la période de questions à la fin, puis c'est moi qui fais l'introduction de notre invité aujourd'hui. Donc, Raphaël, qui est aussi le récipiendaire de notre bourse qu'on a fait tirer là, à l'hiver. À chaque année, là, on fait la reconnaissance de l'implication d'un étudiant dans l'implication pour la conservation du saumon atlantique. Puis c'est Raphaël cette année qui a gagné la bourse de 1000 $ pour son projet vers des pratiques de conservation durable, évolution de l'ensemencement sur la reproduction du saumon atlantique. Par contre, aujourd'hui, il vient plutôt nous présenter son projet sur la pêche en eau chaude qu'il a réalisé là, avec le ministère aussi sur la rivière Rimouski. Donc, on a bien hâte d'entendre parler de tout ça. Par rapport aux questions, on va les faire à la fin, mais n'hésitez pas à les écrire dans le tableau de bord au fur et à mesure. Nous, on va les prendre en note, puis on va faire comme une petite discussion dans le fond à la fin. Puis on va aussi faire une séance de main levée s'il y en a qui préfèrent poser leurs questions ou leurs commentaires de vive voix. On va ouvrir vos micros. Puis l'enregistrement va être disponible aussi par la suite sur notre site Internet. Donc, toute la présentation aujourd'hui va être disponible pour ceux qui ont des amis qui n'ont pas pu être là ou qui ne peuvent pas l'écouter au complet. On va tout mettre en ligne là, au courant de la semaine prochaine. Donc, quand tu es prêt, je ne sais pas s'il faut que je te donne le... Ah. Super. Peut-être fermer ta caméra aussi pour la présentation, c'est plus facile là, pour la qualité du son. Contre, Raphaël, t'es sur mute, on t'entend pas. Pardon. Est-ce qu'on voit mon pointeur? Non? Oui, on le voit. OK, on le voit, cool. Parfait. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui à la session, à la semaine de présentation. J'étais très touché. Donc, aujourd'hui, comme Alexandra vous l'a dit, je vais présenter plutôt une partie de mon projet de maîtrise qui portait sur l'effet de la pêche en eau chaude sur le saumon atlantique qui est remis à l'eau et plus précisément sur l'effet de la pêche en eau chaude sur le succès reproducteur du saumon atlantique. Donc, c'est un projet qui a été financé par le ministère Forêt-Fonds de Parc. Donc, mon co-directeur, Julien April, conceptualisé le projet et beaucoup de parties du projet. Mais j'ai été dirigé pendant ma maîtrise par le professeur Louis Bernatchez, qui a sa chaire de recherche à l'Université Laval. Donc, aujourd'hui, ma présentation se découpe en introduction, matériel et méthodes, résultats et discussions, donc quelque chose de plus classique. Donc, comme vous le savez probablement, la pêche récréative, c'est une activité qui est fortement prisée à l'échelle mondiale. Plus particulièrement, elle est relativement très fréquente dans les pays nordiques, donc des régions tempérées, où est-ce qu'à peu près une personne sur 10 va pêcher pour le plaisir, ce qui totalise à l'échelle mondiale 220 millions de pêcheurs récréatifs. Et ça, c'est environ 5 fois plus que le nombre de pêcheurs commerciaux. Donc, face à ces chiffres, il va sans dire qu'il est important de mettre en place des mesures de gestion pour assurer la conservation des espèces qui sont exploitées par la pêche récréative. Et une de ces pratiques, c'est la remise à l'eau. Donc, la remise à l'eau est souvent, en tout cas, implémentée comme outil de gestion, puisqu'elle offre un compromis socio-économique. Donc, elle permet de minimiser les impacts de la pêche récréative. Donc, un poisson qui est remis à l'eau, 100% plus de chances de survie qu'un poisson qui est capturé par un pêcheur.
Et l'activité de remise à l'eau permet également de maintenir l'activité de pêche sur des populations qui ont des effectifs plus faibles et donc qui ne pourraient pas supporter des pêches qui capturent beaucoup de poissons. Par contre, pour être efficace comme outil de gestion, la remise à l'eau repose sur deux prémices. Donc, le poisson gracier va survivre à l'événement de remise à l'eau et qu'il se reproduise avec le même succès qu'un poisson qui n'a pas été pêché. Donc, une fois qu'on a vérifié ces deux prémices à l'aide d'études scientifiques, on peut conclure que oui, la remise à l'eau offre un outil qui est durable pour la gestion des pêches récréatives. Donc, auparavant, les gestionnaires de la ressource et même les pêcheurs estimaient que le taux de mortalité des poissons remis à l'eau était relativement négligeable. Par contre, les études des dernières décennies ont démontré que ce taux de mortalité est extrêmement variable. Donc, varie non seulement selon l'espèce, donc comme vous le voyez sur le graphique ici, donc il va de 0 à 80%. Donc, notre salmo salar en 22, si vous voulez voir où est-ce qu'il se situe dans tout ça. Donc, varie selon l'espèce, mais également selon l'événement de remise à l'eau. Donc, la durée du combat, le hameçon utilisé. Ça varie également selon l'écologie de l'espèce. Par exemple, des poissons qui sont plutôt des poissons qui se tiennent en profondeur vont souvent avoir des taux de mortalité qui sont beaucoup plus élevés parce qu'il y a le phénomène de dépressurisation qui va souvent les tuer lorsqu'ils sont ramenés à la surface. Donc, bien que le succès reproducteur des poissons graciers est également nécessaire pour s'assurer que la pratique de remise à l'eau est un outil de gestion durable, le succès reproducteur des poissons graciers n'est que très rarement évalué. Donc, souvent, ce sont des études qui sont très coûteuses et laborieuses à mettre en place. Donc, les gestionnaires, face à ça, vont limiter, voire interdire l'activité de pêche pendant la période de reproduction. Donc, afin de s'assurer que la remise à l'eau n'a pas d'effet, ou en tout cas moins d'effet sur le succès reproducteur des poissons exploités. Donc, la remise à l'eau est, comme vous le savez, mise en pratique dans le cas du saumon atlantique, puisque l'espèce subit un fort déclin au cours des dernières décennies. Donc, le déclin commencé dans les années 80, comme vous voyez sur le graphique ici, à cause d'impacts anthropiques combinés. Depuis les années 2000, le déclin s'est plutôt stabilisé, malgré le fait que l'effort de pêche ou l'activité de pêche commerciale et récréative n'ait jamais été aussi faible qu'en 1960. Donc, la remise à l'eau du saumon atlantique est très populaire. Donc, dans tous les pays de l'Atlantique Nord qui exploitent le saumon, on parle seulement en 2018 de 162 000 saumons qui sont remis à l'eau. Ce que vous voyez également sur le graphique de droite, c'est l'évolution des remises à l'eau dans tous les pays de l'Atlantique Nord qui exploitent le saumon. Et on voit que dans certains de ces pays, comme au Canada, c'est plus de 50% des prises qui sont remises à l'eau. Donc, au Québec, le ministère Forêt-Faune-Parc ont rendu la remise à l'eau obligatoire pour les grands saumons dans la plupart des rivières. Donc, cette mesure vise à protéger finalement les plus gros reproducteurs des populations de saumon, qui sont les saumons rédibères marins ou grands saumons. Et seulement en 2020, c'est plus de 69% des saumons qui sont capturés par les pêcheurs qui vont être remis à l'eau. Donc, on se rend compte que c'est autant au Québec que dans tous les pays de l'Atlantique Nord que il y a énormément de saumons qui sont remis à l'eau. Donc, face à l'augmentation de la popularité de la remise à l'eau du saumon, il est important de se demander quels sont ses effets sur le saumon, tant sur sa survie que sur son succès reproducteur.
Donc, l'effet physiologique de la remise à l'eau sur le saumon s'apparente à l'effet d'un sprint sur l'humain. Donc, comme vous le savez, quand vous faites un bon sprint, vous vous sentez fatigué et vous devez reprendre votre souffle, vous arrêtez un moment et pendant ce temps-là, vous repayez votre dette en oxygène que vous avez accumulée pendant votre sprint. Bien, c'est un peu la même chose pour le saumon. Donc, après l'événement de remise à l'eau, le saumon doit s'arrêter pour repayer sa dette en oxygène. Et il se trouve que pendant qu'il repaie sa dette en oxygène, son comportement de migration va être altéré. Donc, comme vous le savez, quand vous pêchez le saumon, il est parti de l'océan Atlantique pour aller s'alimenter. Il revient en rivière pendant sa migration de reproduction, la plupart du temps dans sa rivière natale pour aller frayer plus haut en rivière. Donc, lorsqu'il est pêché, pardon, lorsqu'il est pêché et remis à l'eau, son mouvement migratoire est altéré. Donc, c'est ce que vous voyez sur le graphique ici. Donc, vous avez 4 graphiques qui représentent des suivis télémétriques de saumon remis à l'eau. Donc, vous avez le premier point en septembre pour 4 individus qui correspond au moment de la remise à l'eau. Et on voit que après la remise à l'eau, le long de la saison de reproduction, le saumon va effectuer un mouvement en aval de son site de frai. Donc, ça, c'est vraisemblablement causé par l'effet de la remise à l'eau qui induit finalement une dette en oxygène. Donc, ces résultats viennent d'une étude qui a été faite en 2003 qui avait relativement un effectif, un échantillon très faible. Donc, il n'y a pas de lien de causalité qui a été démontré à partir d'analyses statistiques, comme quoi les saumons qui sont remis à l'eau effectuent moins de mouvements que des poissons qui ne sont pas pêchés. Donc, Robert Lennox et collaborateurs en 2016 ont revisité la question avec un échantillon plus élevé. Donc, c'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche, un graphique qui démontre qu'il existe une corrélation positive entre le lieu de la remise à l'eau et le site de frai du saumon. Donc, ce que ces résultats démontraient, c'est que finalement, après la remise à l'eau, le saumon migre ou cesse complètement ses déplacements. Encore là, le graphique de gauche n'effectue pas de comparaison avec des poissons qui n'ont pas été pêchés. Donc, on ne sait pas si un poisson qui n'est pas pêché, c'est la même affaire. Donc, à droite, vous avez une comparaison entre la moyenne de déplacement de poissons qui ont été remis à l'eau, donc le diamant noir ici, et une distribution nulle de mouvements qui ont été générés à partir de suivis en apnée de poissons qui n'ont pas été pêchés. Et en bref, ce que ce graphique démontre, c'est que les saumons remis à l'eau se déplacent significativement moins que les saumons qui ne sont pas pêchés. Et encore là, tout ça, c'est à cause de la fameuse dette en oxygène qui est accumulée pendant la remise à l'eau. Donc, le problème avec cette dette en oxygène, c'est qu'elle va augmenter avec la température. Donc, si je remets l'exemple du sprinter, ben, un saumon qui est remis à l'eau à température plus faible va avoir à sortir sa reine Élisabeth, alors qu'un poisson qui est remis à l'eau à des températures plus élevées, qui dépassent 20 degrés Celsius généralement, va devoir sortir ses billets bruns. Puis ça, c'est intimement lié au fait que le saumon, comme tout organisme ectotherme, comme tout poisson, régule sa température interne à partir de la température externe, donc la température de l'eau. Et il se trouve que pour le saumon, entre 10 et 20 degrés Celsius, il va avoir de l'énergie disponible, de l'énergie aérobique, donc qu'il va utiliser pour répondre à l'événement de remise à l'eau, ce qui fait qu'il va avoir une moins grande dette d'oxygène à rembourser après la remise à l'eau. Tandis que lorsqu'on dépasse 20 degrés Celsius jusqu'à atteindre 30, le saumon est alors en mode anaérobique. Donc, il va avoir moins
d'énergie, d'oxygène à dépenser pour la remise à l'eau, pour rembourser sa dette en oxygène. Ce qui fait que la mortalité des saumons graciers augmente avec la température de l'eau. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. Donc, une méta-analyse qui rapporte les résultats de plusieurs études qui ont été faites sur la survie des saumons remis à l'eau. Et on voit que entre 15 et 19 degrés Celsius, le taux de mortalité est relativement faible. Donc, on parle entre 7 et 16 %. Mais à partir de 20 degrés Celsius, le taux de mortalité devient plus élevé. Donc, on passe de 20 à 36 % à des températures de 23 degrés Celsius. Donc, jusqu'à maintenant, il y a une seule étude qui a tenté d'évaluer l'effet de la remise à l'eau sur le succès reproducteur du saumon atlantique. Donc, cette étude a démontré que le succès reproducteur des saumons remis à l'eau n'était pas différent de celui des poissons non pêchés. Par contre, ce qu'ils ont démontré, comme vous voyez sur le graphique de droite, c'était que au sein du groupe de saumons remis à l'eau, il y avait une diminution de succès reproducteur avec une augmentation de la température. Par contre, si on s'attarde finalement à la gamme de température qui a été évaluée pendant l'étude, on se trouve relativement dans la fenêtre optimale de température pour le saumon atlantique. Donc, on peut se demander, est-ce que ces résultats s'appliquent lorsque le saumon est remis à l'eau en eau dite chaude, donc en haut de 23 degrés Celsius, ou est-ce que le saumon est dit en mode anaérobique? C'est une question qu'on se doit de répondre, notamment dans le cadre de la gestion de la pêche au saumon dans un contexte de changement climatique. Donc, comme vous le savez, on s'attend à ce que la température des rivières augmente au fil des années, ce qui va augmenter la fréquence pendant une période de pêche des événements où est-ce que le saumon va être dit en mode anaérobique et où il va être sujet à plus de mortalité suivant la remise à l'eau et possiblement va être affecté au niveau de son succès reproducteur à ce moment-là. Donc, c'est notamment une question que le MFFP se pose, considérant qu'ailleurs au Canada, en ce moment, lorsque la température d'une rivière devient supérieure à 20 degrés Celsius pendant 2 jours consécutifs, eh bien, la pêche récréative au saumon atlantique est fermée. Donc, le MFFP se demande si c'est une mesure qui devrait être appliquée ici au Québec. Donc, l'objectif de mon étude face à tout ce que je vous ai présenté visait à combler une lacune dans nos connaissances sur l'effet de la remise à l'eau sur le saumon. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une seule étude jusqu'à maintenant qui a évalué le succès reproducteur des saumons graciés. Puis, il n'y a aucune étude jusqu'à maintenant qui a documenté si les saumons graciés se reproduisent à des températures supérieures à 20 degrés Celsius. Par contre, ces données sont nécessaires pour s'assurer de la durabilité de la remise à l'eau comme outil de gestion. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais vous parler brièvement du cycle de vie du saumon atlantique. Donc, comme vous le savez, probablement le saumon né en rivière va séjourner suite à son éclosion quelques années en rivière, dépendamment de la latitude, puis ensuite va entreprendre une migration en mer ou dans l'océan Atlantique pour aller s'alimenter pendant une à plusieurs années, pour ensuite revenir dans sa rivière natale pour se reproduire. Et il se trouve que chez les mâles, il y a plusieurs tactiques de migration. Donc, on a les mâles rédibères marins, donc ceux qui sont plus grands que 63 cm, qui passent, eux, plusieurs hivers en mer. Donc, sur les sites de frai, ces mâles vont être dits dominants. Donc, vont combattre pour la femelle et vont généralement avoir un succès reproducteur plus élevé que les autres patrons de migration. On a également les madeleinots, donc ceux qui sont inférieurs à 63 cm, qui, eux, vont passer un seul hiver en mer. Donc, ces mâles-là, sur les sites de frai, vont être plutôt subordonnés
donc vont fertiliser les femelles de manière opportuniste. Un peu la même chose, mais pour les tacons précoces qui, eux, n'effectuent aucune migration en mer, sont plutôt dits furtifs sur les sites de frai, donc encore là, vont fertiliser les œufs de manière opportuniste. Chez les femelles, la majorité d'entre elles vont effectuer une migration en mer qui va durer plus d'une année, donc elles vont être considérées comme des rédibères marins. Donc, dans le cadre de mon étude, j'ai été à la rivière Rimouski en 2018 pour échantillonner toute la population anadrome de la rivière. Donc, les saumons qui revenaient de la mer pour aller se reproduire ont été capturés à l'aide d'un piège de capture qui était aménagé au niveau du barrage Boralex. Et ces poissons ont été transportés à l'aide d'un camion citerne dans un dispositif qui m'a permis d'échantillonner les saumons, donc notamment de prendre un fragment de nageoire adipeuse. Donc, cette information me permettait d'avoir une trace génétique de tous les saumons qui ont été qui ont remonté la rivière en 2018. Ensuite, pendant toute la saison de pêche de 2018, j'ai identifié de façon moléculaire les saumons graciés. Donc, autrement dit, quand un pêcheur remettait un poisson à l'eau, je leur demandais de prélever un fragment de nageoire adipeuse, donc un fragment de tissu. Puis, à partir de ce fragment de tissu, j'ai pu identifier dans ma population quels étaient les individus qui avaient été remis à l'eau. Donc, au total, en 2018, j'ai eu des échantillons pour 13 femelles et 4 mâles qui ont été échantillonnés au niveau des points rouges, là, des 2 fosses principales de la rivière Rimouski. Ensuite, en 2019, je suis revenu sur les sites de frai, donc du barrage Boralex à la chute du Grand Sault, pour aller échantillonner un total de 2495 alevins que j'échantillonnais sur des parcelles de 100 mètres carrés par pêche électrique. Donc, après l'extraction d'ADN de ces alevins, j'ai procédé par assignation parentale. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur le graphique. Donc, chaque parent transmet la moitié de son ADN à son rejeton, puis c'est à partir de ce principe-là que j'assigne chacun des alevins à ses parents respectifs pour ensuite calculer ce qu'on appelle un succès reproducteur relatif. Donc, comparativement aux poissons qui ont été qui n'ont pas été pêchés, c'est quoi le succès reproducteur des saumons qui ont été remis à l'eau en termes de pourcentage. Donc, brièvement, pour l'assignation parentale, donc j'ai extrait l'ADN et je l'ai génotypé. Donc, j'ai identifié certaines parties de l'ADN que j'ai utilisées pour procéder à mes assignations. Et à partir du principe que je vous ai expliqué, j'ai assigné la maternité à 2495 femelles et la paternité à 1617 mâles anadromes. Donc, si vous remarquez, j'ai moins d'alevins qui ont été assignés aux mâles anadromes qu'aux femelles. Puis ça, c'est parce que dans le système, j'avais des tacons précoces. Donc, ces individus qui n'effectuent jamais de migration puis restent en rivière et maturent sexuellement en rivière. Donc, à partir du génotype de la mère, j'ai pu reconstruire le génotype des tacons précoces et c'est un total de 750 alevins quand même qui ont été assignés aux tacons précoces. Donc, ce que ces résultats démontrent, c'est qu'il y a quand même une bonne proportion des alevins d'une rivière qui ont un tacon précoce comme père. Donc, dans la prochaine partie, je vous parle des résultats de mon étude. Donc, premièrement, le succès reproducteur des saumons graciés, donc qui tend à être plus faible que les saumons qui ne sont pas pêchés. Donc, c'est un résultat qui était significatif pour les femelles, ce que vous voyez à droite. Donc, les femelles qui ont été remises à l'eau avaient en moyenne 73% du succès reproducteur des poissons qui n'ont pas été pêchés. Donc, si
le succès reproducteur avait été égal entre les deux groupes, il aurait été égal à 1. Pour les mâles, c'est une tendance qu'on observe à la diminution. Donc, en moyenne, on avait 80% du succès reproducteur des mâles qui n'ont pas été pêchés. Par contre, c'est pas un résultat qui est significatif. Donc, puisque l'intervalle de confiance croise la ligne qui est établie à 1. Par contre, mon effectif était relativement plus faible. Donc, c'est peut-être le fait que j'avais pas assez de saumon pour détecter un effet significatif. Donc, potentiellement quelque chose, une étude à refaire, je crois. Maintenant, concernant l'effet de la température lors de la remise à l'eau sur le succès reproducteur des saumons remis à l'eau, eh bien, mon étude démontre qu'elle n'affecte pas significativement le succès reproducteur des saumons. Donc, je tiens à préciser que j'avais une taille d'échantillon relativement limitée pour détecter un effet de la température, donc seulement 17 saumons au total dans mon étude. Je tiens par contre à souligner le fait que, comme vous le voyez, à partir de 20 degrés Celsius à droite, tous les saumons graciés à des températures supérieures à 20 degrés Celsius ont produit des rejetons. Donc, mon étude rapporte que les saumons remis à l'eau à des températures qui sont considérées comme étant sous-optimales pour le saumon sont quand même capables de se reproduire. Donc, c'est relativement encourageant d'un point de vue de la gestion. Et encore là, résultat surprenant, le spécimen qui a produit le plus de rejetons dans mon étude est celui qui a été remis à l'eau à la température la plus élevée documentée dans mon étude, soit 24,5 degrés Celsius. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, en conclusion, et pour récapituler, mon étude est la première qui documente une réduction du succès reproducteur chez les saumons graciés. Cette réduction de succès reproducteur est potentiellement causée et en lien avec le stress et l'épuisement, donc la dette en oxygène qui est causée par la remise à l'eau. Par contre, sur une note plus positive, c'est dans mon échantillon de 17 individus, il y avait 83% de ces saumons qui ont contribué des rejetons. C'est-à-dire qu'au final, la remise à l'eau, elle donne une chance aux saumons pêchés de se reproduire, comparativement à des poissons qui ne sont pas pêchés, qui sont capturés et conservés par les pêcheurs, qui eux vont jamais avoir l'occasion de se reproduire. Donc, tous les saumons qui ont été remis à l'eau à des températures de 20 degrés Celsius étaient relativement proches d'un refuge thermique dans mon étude, ce qui pourrait venir biaiser les résultats, puisque les refuges thermiques, c'est des zones plus froides dans une rivière qui permettent notamment de récupérer de l'événement de remise à l'eau à des températures élevées. Donc, les saumons, dans des périodes de canicule, par exemple, peuvent aller se déplacer dans ces refuges thermiques pour éviter les températures trop élevées et ça leur permet finalement de rembourser leur dette en oxygène. Par contre, le fait qu'il y ait eu un refuge thermique à proximité a pu apporter un certain biais dans mon étude, puisque finalement, on n'avait pas l'effet réel de la température moyenne de la rivière et probablement plus l'effet du refuge thermique à proximité. Donc, je crois que pour le futur de la remise à l'eau, il est clairement important de reproduire ce type d'études dans d'autres systèmes, puisque finalement, avec le nombre de remises à l'eau qui sont effectuées par année et le fait que j'ai démontré qu'il y avait un impact sur le succès reproducteur des saumons, je crois qu'il est important de creuser un peu plus cette question pour finalement améliorer nos pratiques de gestion et de conservation du saumon atlantique. Évidemment, je ne crois pas que mon étude apporte de réponses claires à comment gérer la remise à l'eau dans un contexte de réchauffement climatique. Par contre, j'ai eu quelques pistes de réflexion à ce sujet. Donc, une question qui est venue avec des discussions avec Maxime Guérard du MFFP quand on a écrit l'article dans Saumon Québec.
Et une question qui est finalement, quel est l'impact biologique réel de la remise à l'eau à température élevée dans une rivière donnée? Donc, cette question découle du fait qu'on sait, et j'imagine que vous le savez en tant que pêcheur, que les poissons, ils mordent moins, ils mordent moins à l'hameçon à température plus élevée. Donc, ils sont généralement plus tranquilles, puis pour un même effort de pêche, on va avoir moins de chances de capture qu'à température plus faible. Et c'est ce que démontre le graphique ici en bas à gauche. Donc, vous avez la courbe en bleu, la probabilité de capture d'un saumon avec une augmentation de température, et on voit une diminution significative de la capacité de capturer un saumon lorsque les températures sont élevées. Conjointement à cette diminution de probabilité de capture, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une augmentation de la probabilité de mortalité des saumons remis à l'eau. Mais conjointement, ces deux facteurs-là peuvent finir par s'annuler dans un certain sens. C'est-à-dire que finalement, dans l'étude sur la rivière Rimouski, j'ai eu, oui, des événements qui ont été de remise à l'eau qui ont été effectués à des températures supérieures à 20 degrés Celsius, mais ils étaient relativement peu fréquents. Donc, mettons que je place un seuil de température à 23 degrés Celsius, c'est 1,5% de la montaison totale de saumons qui ont été remis à l'eau à ces températures-là. Et à 20 degrés Celsius, 2,8% de la montaison totale de saumons qui ont été remis à l'eau au-delà de ces températures-là. Ainsi, on remarque que le nombre de saumons remis à l'eau à des températures qui sont liées à une augmentation de mortalité, c'est relativement faible. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment toujours nécessaire de fermer une rivière lorsqu'il y a des remises à l'eau qui sont effectuées à température élevée? Donc, je crois que ça va être dans le futur, en tout cas dans le contexte de la gestion, dépendant de la population de rivières à l'étude. Donc, dans un contexte de gestion, on pourrait penser à un arbre décisionnel. Donc, lorsque des rivières ont des températures moyennes qui sont souvent au-delà de 23 degrés Celsius et qu'elles sont fréquentes en saison de pêche, eh bien, dans des petites populations pour lesquelles le prélèvement est déjà limité, on pourrait penser à appliquer une gestion réglementaire, c'est-à-dire une fermeture de la rivière selon un seuil de température donné. Et pour les grandes populations, on pourrait plutôt passer par la protection des refuges thermiques, donc ces zones d'eau plus froide qui permettent aux saumons de récupérer de la remise à l'eau et également d'évaluer l'impact biologique réel de la remise à l'eau à ces températures. Donc, comme je vous l'ai montré auparavant, c'est quoi le pourcentage de la montaison qui est remis à l'eau à ces températures élevées. Donc, je tiens à remercier évidemment tous les pêcheurs de la ZEC Rimouski qui m'ont fourni ces échantillons. Donc, il va sans dire que sans eux, j'aurais jamais eu d'études. Puis, c'était bien le fun cet été-là à Rimouski. J'espère qu'il y en a quelques-uns d'entre eux qui sont dans la salle aujourd'hui. Je tiens également à remercier Boralex qui m'a permis d'emprunter leur passe migratoire pour échantillonner tous les saumons de la rivière Rimouski. Donc, une installation assez impressionnante, capturer tous les poissons d'une rivière comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile normalement. Donc, ça a beaucoup facilité mon étude. Évidemment, je tiens à remercier tous les assistants que j'ai eus sur le terrain, laboratoire, analyse statistique et bioinformatique. Et je tiens surtout à remercier mon co-directeur Julien April au MFFP qui a su diriger cette étude pas mal. Et mon directeur, évidemment, Louis Bernatchez, qui m'a encadré tout au long de ma maîtrise. Donc, je prendrai maintenant vos questions, si vous en avez. Merci, Raphaël, pour ta présentation. Les questions commencent à rentrer. Il y a Maxime Guérard, justement, qui voulait, pas tellement une question, qui voulait apporter peut-être un complément d'information concernant le message de l'effet. Ailleurs au Canada, le saumon est fermé lorsque l'eau dépasse les 20 degrés pendant 2 jours consécutifs.
Dans les faits, je lis un peu son commentaire, je m'excuse, ça vient juste de rentrer. Une chance qu'il est là. Il dit que dans les faits, c'est un avis scientifique et pour des fins de gestion, là, ce critère-là de l'eau n'est pas utilisé actuellement. J'ai une question également ici. Selon ton étude, Raphaël, est-ce que les modifications de déplacement migratoire après la remise à l'eau sont-ils semblables tant pour les mâles que les femelles? C'est une bonne question. Je crois que oui, c'est similaire. Ce que j'ai présenté, c'est pas les résultats de mon étude, c'est une équipe de Norvège, là. Mais ouais, de ce que j'ai lu, c'est similaire, femellement. Super, merci. Puis Maxime Guérard vient de compléter son commentaire. C'est ça, c'est que dans les provinces atlantiques, la pêche ferme dans certaines fosses à 11 heures le matin lorsque l'eau dépasse 21 degrés, puis ferme complètement lorsque l'eau dépasse 23 degrés, finalement. Voilà. Par rapport à ça, PO, si jamais il y a des gens qui se questionnent un peu sur les modalités là, de pêche en eau chaude, aussi de protocole, Maxime en a parlé dans le webinaire de lundi. Donc, si jamais il y en a qui veulent plus d'informations à ce sujet-là, lorsque les webinaires seront disponibles, vous pouvez toujours aller voir la présentation de Maxime où est-ce qu'il explique un peu plus en profondeur là, la gestion là, puis la prise de décision derrière ce qu'on retrouve dans les autres provinces de l'Atlantique, mais pas au Québec. Tout à fait. Il parlait un peu du projet pilote qu'il y avait eu sur la rivière Petit-Saguenay et en Saint-Jean. Au Saguenay, justement, là, où on a fait des tentatives, justement, d'essayer de voir, de fermer la pêche en eau chaude. On a également une question en fait, quels sont les critères, méthodes et sources de l'estimation de la température de l'eau? Donc, je présume que c'est des pêcheurs là, qui notaient la température lors de leur remise à l'eau. Non, en fait, j'ai installé des thermographes à toutes les fosses fréquemment visitées par les pêcheurs. Puis au fond, les pêcheurs, lorsqu'ils me remettaient un échantillon, il y avait un formulaire à remplir avec notamment la date puis l'heure, puis moi, je pouvais retracer la température lors de la remise à l'eau avec ces informations-là. Ah, super. On a des commentaires qui te remercient pour ta présentation, Raphaël. Sinon, au niveau des questions, je continue à lire, ça rentre au fur et à mesure. Une bonne question ici, est-ce que la date de remise à l'eau a été étudiée, a été prise en compte dans ton étude? Oui, ben en fait, j'avais pensé à la prendre en compte, mais considérant mon échantillonnage, j'avais pas beaucoup de variations dans mes remises à l'eau. Dans la plupart, finalement, des remises à l'eau que j'ai échantillonnées ont été réalisées en juillet. Mais au final, l'intérêt d'analyser l'effet du moment de l'année où est-ce que la remise à l'eau a été faite, ça revient à évaluer un peu la température parce que c'est ça la variable qui nous intéresse, là, puis qu'on sait qu'il y a directement un effet sur le saumon, là, sur sa survie notamment. Super. On a également une question à savoir, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont été pris en compte au niveau du succès reproducteur là, lors de la remise à l'eau, par exemple, si le saumon, exemple, avait des blessures, s'il y avait des saignements importants, est-ce que c'est des genres de choses qui avaient été notées dans ton étude? Oui, j'avais noté ces variables-là. Par contre, d'un point de vue statistique, c'est difficile avec aussi peu d'échantillons d'intégrer des variables qui sont comme anecdotiques pour certains individus. Fait que ce que j'ai fait, c'est que pour des individus que j'ai notés qui avaient eu des présences de blessures, je les ai retirés des analyses statistiques, puis j'ai refait l'analyse pour voir si les résultats changeaient, puis ça ne changeait pas. Fait que vraisemblablement, il n'y a pas eu
d'effets conséquents de la blessure sur le saumon. Mais généralement, le problème aussi de mon étude, c'est que la plupart des échantillons que j'obtenais, ça provenait de pêcheurs qui étaient relativement expérimentés. C'est quand même, en tout cas, de ce que j'ai vu à Rimouski, les pêcheurs pour qui c'est la première fois qu'ils prenaient un saumon, ils pensaient rarement à sortir la pince pour aller l'échantillonner. C'est sûr que quand j'étais là, je le faisais à leur place, là, mais c'est ça. Fait que souvent, c'est du monde assez bon, puis c'était pas leur premier saumon, fait que souvent la remise à l'eau se faisait super bien. Là. Super. On a une question à savoir si, mettons, tu poussais l'étude plus loin, finalement, de quelle façon tu rendrais l'étude plus précise ou comment tu approfondirais la recherche là-dessus? J'essaierais d'avoir comme un groupe de pêcheurs que je suivrais pendant toute une été, même si c'est 2 ou 3 pêcheurs que je suivrais pendant toute une été, puis je prendrais toute leur remise à l'eau pour enlever comme la variable effet de l'expérience du pêcheur sur le succès reproducteur du saumon. Puis je m'arrangerais aussi pour qu'il y ait des remises à l'eau tout au long de la saison de pêche pour finalement avoir comme une gamme de températures relativement variée. Évidemment, je pense que avoir plusieurs rivières, ce serait important aussi, parce que d'après moi, puis j'en discute dans mon article, je crois que la population de Rimouski est relativement adaptée à des températures élevées. Je pense que c'est une des plus chaudes, en tout cas, qui abrite une rivière à saumon. Il y a la rivière Well aussi, je pense, qui est aux prises avec des températures élevées. Mais on sait que les saumons sont capables de s'adapter à ces températures-là. Fait que je pense qu'une rivière qui est nouvellement soumise à des températures qui dépassent 20 degrés Celsius, des rivières plus au nord, par exemple, peut-être ces saumons-là seraient plus sensibles à la remise à l'eau à ces températures élevées. Là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, super, merci. Ouais. Par contre, tu ne pourras pas aller échantillonner la well parce qu'il n'y a plus assez de saumon. Ils ont fermé la pêche là, officiellement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça, dans le fond, c'est Julien qui a choisi la rivière. Ouais. C'est pas encore sur le projet, puis c'est à cause de ça, notamment, qu'on n'a pas choisi la well. Vous n'auriez pas eu un assez gros échantillonnage. Super. Au niveau des questions écrites, ça semble pas mal faire le tour. On avait des mains levées. Alex, je ne sais pas si tu veux donner la parole. Je pense qu'on avait 2 personnes qui ont des mains levées, à tout le moins. Ah ouais? Ah non, excuse-moi. C'était les questions qu'il y avait. Je m'excuse. Je me familiarise encore avec le petit webinaire. Je pensais qu'on avait des mains levées. Écoute, ça fait pas mal le tour des questions. Raphaël, merci beaucoup d'avoir répondu à la présentation. Alex, je peux te laisser le mot de la fin. Juste encore une fois, là, tout le webinaire va être disponible en ligne, de même que toute cette semaine. Puis si vous avez aimé Raphaël aussi, là, il a écrit un article dans le magazine d'été qui va sortir dans peut-être un mois, que vous devriez recevoir, les gens devraient recevoir dans un mois à peu près. Puis d'après moi, il risque de collaborer encore avec nous là, dans le futur. Donc, restez à l'affût. Puis merci. Peut-être qu'on se voit demain là, pour notre dernière journée de webinaire de la semaine scientifique. Oui, tout à fait. Demain, la journée du CIRSA, on va avoir plein de belles petites présentations. Peut-être juste ajouter en terminant, j'ai eu des petits courriels. Il semble qu'il y a eu des gens qui ont de la misère à se connecter aujourd'hui à la présentation. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé pour s'assurer que demain, tout le monde puisse venir correctement. Mais en tous les cas, ça va être disponible en ligne pour une réécoute. Fait que c'est pas perdu. Les gens qui n'ont pas pu y accéder en live pourront toujours la réécouter. Alors là-dessus, merci à tout le monde, puis bonne fin de journée. Bonne journée. Merci.